Et on y va. Bah, effectivement, je vous remercie bien de m'avoir invité, donc l'association des étudiants et puis l'Institut, pour vous parler des gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur. Alors initialement, on avait prévu une conférence plus centrée sur ce qui a été fait à Amiens, et puis au final, un sujet plus large sur le concept de gestes médico-chirurgical assistés par ordinateur. Donc l'idée de la présentation, ça va être de vous parler dans un premier temps du concept de gestes médico-chirurgical assistés par ordinateur, à quoi ça sert, comment ça se met en place, et puis on déclinera ça sur ce qui a été fait à Amiens. On fera le parallèle à chaque fois des différentes étapes du concept avec ce qu'on a pu faire en fin d'année dernière et sur toute l'année dernière en pratique. Alors quels sont les enjeux de cela ? Très simplement, on souhaite rendre simple, sûr et efficace un geste qui est soumis à un manque de reproductibilité. C'est-à-dire mettre une vis dans un malade, dans une vertèbre, on ne la met jamais parfaitement de manière reproductible d'un opérateur à l'autre, et puis jamais de la même façon en fonction de la morphologie de la vertèbre. Il y a une part de variabilité du malade, il y a une part de variabilité de l'opérateur, et une part de manque de vision 3D. On a, quand on est chirurgien, l'habitude de voir en 3 dimensions, mais malgré tout, pas autant qu'un scanner. Et l'idée, c'est d'essayer d'optimiser ces différents éléments pour les mettre ensemble, et puis faire en sorte que le chirurgien voit en 3D comme un scanner, pour que le geste devienne très reproductible. Alors, il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion de simplexification. Si vous voulez lire le bouquin d'Alain Berthaud, qui est un neurophysiologiste, sur la simplexité, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer que c'est quoi la simplexification ? C'est utiliser des moyens complexes pour rendre simple des processus complexes. D'accord ? Ou même simplement rendre simple un processus qui lui-même est complexe. Comment faire facilement, de manière reproductible, quelque chose qui paraît comme ça sur le papier très difficile à réaliser. C'est vrai en médecine dans beaucoup d'innovations qui sont actuellement faites, que ce soit en simulation, que ce soit en biotechnologie, que ce soit en biologie purement osseuse, fondamentale. On a plein de process de simplexification qu'on est en train de mettre en place pour faciliter des gestes de reconstruction osseuse, faciliter l'installation de matériel. Et c'est vraiment une notion qui me plaît beaucoup. Et le but ultime, c'est de pouvoir repousser les limites des indications opératoires et peut-être prendre en charge des patients qui n'auraient pas pu être pris en charge de manière conventionnelle, sans cet outil, sans cette simplification, et surtout de rendre le geste moins invasif, c'est-à-dire repousser les limites opératoires pour des patients extrêmement fragiles, ce qui a été le cas pour nous, patients qui n'auraient pas pu forcément tolérer le geste, alors qu'avec l'outil et le geste assisté par ordinateur, on va rendre ce geste tout à fait acceptable pour le patient et moins invasif. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est un enjeu intellectuel, mais derrière, c'est directement applicable au patient. Et un patient fragile, moins il va passer de temps à l'hôpital, plus vite il va se remettre, moins il va s'infecter, moins il y aura de complications et tout ira beaucoup mieux pour lui. Donc c'est vraiment un enjeu dédié au patient, sur une problématique liée au patient, et c'est vraiment l'élément fondamental de ça. Alors, ces gestes médico-chirurgicaux assistés par ordinateur, on les retrouve en chirurgie, on les retrouve beaucoup en radiologie interventionnelle aussi. Le but est vraiment d'aider les médecins et les chirurgiens à planifier, ça c'est une première étape, puis à réaliser des interventions chirurgicales en utilisant des informations issues de l'imagerie pour la plupart, mais c'est de façon rationnelle et quantitative. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je ne suis pas au bloc opératoire en train de regarder un appareil d'amplificateur de brillance en me disant « c'est à peu près là que ça se passe, donc je vais à peu près là ». Non. J'ai une information, je passe par un process dont on va parler juste après, qui me dit c'est parfaitement là qu'il faut aller, au millimètre près. On est dans le quantitatif et le rationnel. On utilise des outils, on va voir après quel type d'outils, quel type de recalage, de façon à optimiser le geste de façon purement reproductible. C'est-à-dire que si le geste était fait une deuxième fois au même endroit 10 minutes après, on obtiendrait exactement le même résultat. Alors le concept de geste médico-chirurgical assisté par ordinateur, il n'est pas nouveau. Ça fait une trentaine d'années qu'une équipe française travaille dessus, c'est Grenoble. Et vous avez au moins 2 personnes qui travaillent beaucoup. L'un qui est médecin, Philippe Cinquin, et l'autre qui est ingénieur, Stéphane Lavallée. Et ils ont créé une équipe qui s'appelle l'équipe GMCAO. Donc ça ne s'invente pas.
Ça fait au sein du laboratoire Team IMAC, à l'Université de Grenoble, vous avez un lien si vous voulez aller voir leur site. Ils ont tout écrit depuis 30 ans sur ces processus-là. Donc on n'invente rien, mais il faut rendre hommage à ceux qui ont travaillé depuis 30 ans là-dessus. Et ce qui a été fait à Amiens a purement respecté tous les concepts qu'ils ont développés depuis plus de 30 ans. Donc les concepts dont on va parler maintenant sont issus de leurs travaux. Il y a une très importante bibliographie là-dessus. Et je vous encourage à aller regarder leurs travaux. Et ils en sont arrivés à un niveau vraiment très très poussé dans tous les processus de robotisation bloc opératoire et même des robots implantables. Donc on a vraiment des process très évolués. On en est encore très loin dans les autres universités. Alors le concept en lui-même, c'est d'abord des recueils d'informations. C'est-à-dire rien ne part si on n'a pas un minimum de données. Multimodalité de base, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement de l'imagerie, avec des acquisitions scanner par exemple. Alors on se demande ce que c'est que ce scanner, et c'est pour autant une coupe d'un enfant avec un sacrum et une aile iliaque. Ça ne ressemble pas à grand-chose tellement c'est déformé. Ce sont les données du patient que l'on peut acquérir en préopératoire, mais également en péropératoire, pendant l'opération. Mais ces informations ne sont pas que de l'imagerie patient, ça peut être simplement le bon vieux livre d'anatomie, où on sait que dans le livre d'anatomie, telle racine nerveuse est à tant de millimètres de l'autre de manière systématique et reproductible. C'est une info qu'on peut entrer dans un outil. Des modèles prédéterminés. Un fémur, ça ressemble à ça. Mais il y a des fémurs droits, des fémurs gauches, il y a des fémurs petits, moyens, grands. Et on a des modèles prédéterminés. Et puis, on va essayer de faire coller notre patient à des modèles prédéterminés. Donc ça fait partie des informations qu'on peut recueillir. Pour l'instant, je suis très général, pas forcément sur le rachis. Et puis après, il y a de la modélisation de ces informations. La modélisation, ça peut être simplement travailler en 3 dimensions avec de la segmentation, de la reconstruction, des éléments de scanner. Alors, le scanner en coupe de ce patient, ça donne le 3D du patient. Forcément, si j'ai une analyse 3D du patient, puisque c'est issu d'une image tridimensionnelle, si j'imagine le faire entrer dans un concept de geste médico-chirurgical assisté par ordinateur, et que je vais travailler au bloc opératoire avec une image telle que celle-là, il va falloir que j'apprenne à savoir où je suis dans cette image pendant que j'opère. Donc, ce sera une étape de recalage dont on va reparler juste après. Puis, il y a beaucoup d'autres outils. Il n'y a pas que cette belle image de scanner. On y reviendra tout à l'heure, mais une impression 3D, telle que celle qui nous a été faite pour le dossier dont on va parler tout à l'heure, issue de ce scanner, alors c'est pas très simple, c'est pas la transposition du scanner avec l'impression 3D. Il y a toute une étape de digitalisation, de passage dans un certain format pour pouvoir faire de l'impression 3D. Mais vous voyez, la reproductibilité, la reproduction de la déformation du patient en 3 dimensions sous nos yeux, ça sert aussi d'information de référence pour pouvoir travailler ce geste médico-chirurgical assisté par ordinateur. Et puis après, il y a plein d'autres types de modélisation, notamment les modélisations en éléments finis, qui permet d'apprendre à travailler avec contrainte sur une reproduction. Par exemple, vous avez ici une jambe d'un patient avec muscles, peau, os, articulation. Et donc, on peut, imaginons sur ce patient, travailler à imposer des contraintes. Et le modèle mathématique nous donnera le retour de contraintes sur tel ou tel élément. Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte pour pouvoir les intégrer dans un processus de conception d'un geste médico-chirurgical assisté par ordinateur. Une fois qu'on a passé cette étape, qui, vous l'avez compris, peut être avant, mais peut être pendant le geste, pré- ou péropératoire, il faut établir une stratégie chirurgicale. C'est-à-dire qu'on ne va pas au bloc opératoire comme ça, on a un objectif. Et on a toute une étape de planning. Dans cette étape de planning, de planification du geste, on prend les informations de la modélisation, on planifie et parfois on retourne acquérir d'autres éléments qui nous manquent. Donc il y a des allers-retours permanents. Et puis depuis quelques années, des éléments essentiels qui apparaissent, on va y voir après, c'est la simulation. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, en dehors du laboratoire d'anatomie sur cadavre, c'était une pseudo-simulation, c'était de la moitié vraie vie, mais on n'avait que ça à disposition, qui permettait de moduler la planification et parfois qui nécessitait des retours à l'acquisition d'images. Donc la stratégie chirurgicale, elle permet de choisir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où on veut mettre la vis? Où on veut mettre le clip sur quel vaisseau? Pourquoi? Quelle déformation on veut obtenir? Ou quel retour à la normale on veut obtenir? Et surtout de prévoir les conséquences de l'acte. Si je le fais comme ça, je suis en toute sécurité, mais attention, si je le mets là,
je vais passer sur une racine nerveuse et ça va être dramatique. Donc, on est vraiment dans la réflexion, on est posé sur la table avec les connaissances anatomiques du patient. Et ce planning, peut avoir différents types d'objectifs. En chirurgie osseuse, on a un objectif morphologique, c'est simple. C'est-à-dire, j'ai une vis, je veux la mettre là, c'est très simple. Hein, avec des données préopératoires, des données péropératoires. On peut avoir un objectif fonctionnel, les neurochirurgiens connaissent bien ça. Je veux mettre telle électrode à tel endroit du cerveau pour obtenir telle fonction. C'est un objectif fonctionnel. Ça reste dans les gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur, tout dépend des objectifs qu'on se pose à quel moment. On verra que nous, on avait choisi bien sûr un objectif plutôt morphologique. Une fois qu'on a planifié ce que l'on veut faire, on doit modéliser le geste médico-chirurgical. Le modéliser, soit on a dit sur cadavre, soit bien sûr en simulation. La simulation, elle existe depuis longtemps sur ordinateur, vous savez ce qu'on appelle les serious games. On peut apprendre à opérer sur un logiciel qui a été développé pour ça, qui reproduit les données du patient, on peut tout travailler, mais on a la chance à Amiens, il faut le valoriser, d'avoir un laboratoire de simulation, qui est un grand centre de simulation, qui a un bloc opératoire de simulation, qui reproduit les conditions de bloc opératoire, et on est le seul centre européen, et je pense mondial, ça faudra le valider avec Christina Mirati, mais à avoir le ROSA en simulation, c'est-à-dire le robot, qui nous permet donc de pousser le processus de modélisation du geste juste vraiment au bout du geste, c'est-à-dire on peut reproduire le geste sur un malade fictif, on verra lequel tout à l'heure, avec les mêmes outils qu'au bloc opératoire. Donc on est vraiment dans l'étape de stratégie chirurgicale poussée jusqu'à possible de ce qui est réalisable en dehors du bloc opératoire. Une fois qu'on a établi cette stratégie, il faut ensuite automatiquement travailler sur une étape de matching. Le matching, c'est une étape essentielle dans la conception d'un geste médico-chirurgical. C'est quoi le matching? C'est la mise en correspondance d'objets qui ont leur propre système de référence. Parce qu'au bloc opératoire, j'ai ma main, j'ai un instrument qui va me dire où je dois mettre dans un référentiel et lequel, la vis à quel endroit. Il faut que le patient, je sois capable de savoir où il est. Il faut que mon scanner sache où est le patient. Il faut que mon robot sache où est le patient, mais pour ça, il faut que mon robot sache où est le scanner. Il faut que mon robot sache où est mon instrument et ma main. Donc on a chacun un système de référence qu'il va falloir matcher, mettre en correspondance, pour que les différents éléments communiquent entre eux, parlent entre eux, pour savoir en permanence où et qui fait quoi. C'est ça le matching. Alors on a des éléments de référence, ça peut être des capteurs, quand on fait du fonctionnel, la neurochir ou de la stimulation. Et ça peut être des mires. Alors vous avez ici des petits réflecteurs qui sont visibles par des caméras infrarouges. Et donc avec ces 4 petits capteurs qui sont plantés dans l'os, alors qu'ils sont vissés, qui sont clipsés, on a différents types de capteurs, eh bien la caméra stéréotaxique va localiser ces 4 mires et va me dire, eh bien, dans le repère tridimensionnel, le plateau tibial ici, il est ici. Première étape. Ensuite, on définit un modèle de relation entre les deux référentiels. C'est-à-dire que mon scanner, il a des mires comme ça. Mon instrument, il a des mires comme ça. Maintenant, je veux travailler avec un modèle rigide ou avec un modèle non rigide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais localiser un instrument par rapport à l'autre, modèle rigide, il n'y a pas de déformation de l'environnement. Je suis là, j'ai un pointé, je veux pointer au pointé, ça ne bouge pas. Les modèles élastiques des structures et les modèles déformables, c'est ce qu'utilisent ceux qui font de la simulation en celliochirurgie, en urologie interventionnelle. Pourquoi? Parce que là, ils vont travailler sur des vaisseaux, sur des tissus digestifs qui, quand on va appliquer une pince sur ce tissu va se déformer. Et ça, c'est tout à fait paramétrable, mesurable, quantifiable. On peut aujourd'hui travailler sur des modèles à déformation locale. J'ai une pince en simulation qui va aller déformer, prendre un vaisseau, le repousser. Et ça, il faut que je puisse le reconnaître et le savoir en péropératoire. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est viscéral, vasculaire, urologique. Nous, en orthopédie, c'est beaucoup plus simple puisque c'est un modèle rigide. C'est de l'os, c'est non déformable, on est en bonne position et on doit pouvoir transposer juste un repère géographique en tridimension. Ensuite, il faut définir une mesure de similarité entre divers éléments des deux référentiels. C'est-à-dire que maintenant que j'ai localisé chacun des éléments,
Et bien, ces différents éléments, il faut qu'ils puissent se dire où ils sont l'un par rapport à l'autre. Il faut qu'ils se parlent entre eux. Hein. Alors ça, on a des repères, on verra tout à l'heure, des mires de calibration, que l'on met sur un des repères, mais qui est visible par l'autre. Et comme ce sont les mêmes repères visibles à deux moments différents, on leur dit « vous êtes au même endroit ». Et hop, ça y est, les deux parlent ensemble. On le verra tout à l'heure. Ce qui permet simplement de naviguer, c'est-à-dire en paire opératoire avec un instrument de dire puisque je suis posé là, tout à l'heure on s'est parlé ensemble, on a su où on était l'un par rapport à l'autre, donc maintenant je vais à un autre endroit, il suffit de suivre le même déplacement dans l'espace et vous allez savoir où je suis sur l'os du patient, c'est de la navigation. Et c'est actuellement de plus en plus poussé en réalité augmentée, c'est-à-dire que le chirurgien peut mettre des lunettes de réalité augmentée et voir le patient apparaître en 3 dimensions avec des structures vasculaires qui apparaissent parce qu'il est à tel endroit avec son instrument. Donc la navigation chirurgicale qu'on connaît en neurochirurgie depuis quelques années, elle est en train d'exploser avec la réalité augmentée actuellement, les lunettes 3D qui commencent à arriver dans nos blocs opératoires. Dernière étape de la conception du geste, c'est le guidage du geste opératoire. Donc là, on est à la fin du concept. Le guidage du geste peut être fait par des systèmes actifs, purs. C'est-à-dire qu'il y a certaines sous-tâches de la stratégie qui vont être réalisées à l'aide du système robotisé, autonome, supervisé ou téléguidé, télémanipulé par un chirurgien. Alors vous connaissez tous le robot Da Vinci, qui est utilisé en chirurgie viscérale, urologique, qui a été utilisé en gynécologie pour des seins. Et la fameuse opération Lindbergh. L'opération Lindbergh, elle date maintenant de 17 ans, c'était 2001. C'était un chirurgien à New York qui opérait un patient à Strasbourg. Le chirurgien à New York était devant sa console Da Vinci. L'instrumentation était à Strasbourg, c'était une cholécystectomie, l'exérèse de la vésicule biliaire. Alors, 2001, ce n'est pas 2018, il y avait un millième de seconde de décalage, donc ça n'a pas rendu les choses très très simples entre les deux. Mais quand même, c'était la première fois, on avait une télémanipulation. Alors on l'a appelée opération Lindbergh, forcément transatlantique. Voilà. Mais elle a fait référence, cette opération. C'était quand même la première fois on pouvait opérer à distance un patient. Ça n'a pas été trop reproduit, parce que maintenant, dans les Da Vinci, le chirurgien, il est dans la même salle. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas la latence entre les deux. Mais pour autant, il télémanipule. Il n'est pas habillé stérilement auprès du malade, et on a bien une instrumentiste qui met en place les différents implants, et ensuite, c'est le chirurgien qui télécommande. Donc ça, on est vraiment dans un système actif. On pourrait pousser encore plus en disant, il n'y a plus le chirurgien qui télémanipule, on demande au robot de faire une action, il l'a fait, sans contrôle. En chirurgie, on n'aime pas, on aime bien garder le contrôle. Donc peut-être qu'on commet une erreur et que le robot serait plus pertinent que nous, mais on garde toujours le contrôle. Il y a les systèmes semi-actifs, c'est celui qu'on a utilisé. C'est-à-dire que c'est un guidage du geste qui est proposé au chirurgien. Le geste réel, c'est le chirurgien qui fait, malgré tout. Et on est plus ou moins contraint de respecter la stratégie. Par exemple, là, le robot Rosa, il va se positionner à un endroit et il nous dit c'est là qu'il faut aller. Et il a des systèmes de contraintes, un canon de visée où moi je vais mettre la broche, on va viser parfaitement dans le canon. Et si je vise dans le canon, je suis sûr d'être au bon endroit. C'est un système semi-actif, donc je le contrôle encore plus. C'est notre vision tridimensionnelle. On peut imaginer aussi, quand j'opère une tumeur, je n'ai pas le droit de rentrer dans la tumeur. J'ai un retour haptique. Un retour haptique, c'est-à-dire un retour sur la main, un retour de force qui peut se créer avec des joysticks ou autre chose. J'opère, mais je n'ai pas le droit d'aller dans la tumeur. J'ai défini la localisation de la tumeur au robot, et dès que je m'approche de la tumeur et quand je veux rentrer dedans, il m'en empêche. Ça peut être aussi un système semi-actif. Ce qui est très intéressant en chirurgie tumorale. Quand on n'a pas le droit d'ouvrir une tumeur, si je suis à côté de la tumeur, il m'autorise à la couper. Mais si je rentre trop près dedans, il m'en empêche. Donc ça, c'est un système haptique et c'est très pertinent. Et ce sont des systèmes qui vont se développer très certainement pour les chirurgies tumorales très complexes, qu'elles soient cérébrales ou osseuses d'ailleurs. Et puis on a les systèmes passifs, mais ça on les connaît depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on compare simplement la simulation du geste et le cas réel observé. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose, est-ce que c'est pareil que la simulation? Ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu de la navigation, quoi, simplement. J'ai fait un geste, je check, je suis bien là, il n'y a pas de problème. Donc c'est assisté par ordinateur, mais on n'a pas la contrainte, on est vraiment très passif. Il est clair que l'avenir, il est là et là. Ça, c'est pas très compliqué.
Ça apparaît comme ça, très, très complexe, mais ça ne l'est pas. Ça, c'est vraiment le chirurgien qui doit laisser la main. J'en connais pas beaucoup qui sont capables de l'entendre encore aujourd'hui. Voilà le concept de geste médico-chirurgical assisté par ordinateur, et il fait toujours appel à une boucle. Perception des données, décision, et puis ensuite action. Une boucle, et puis qui peut être, quand on a agi, on peut revenir à la perception, parce que de temps en temps, on s'est rendu compte qu'on avait commis des erreurs. C'est la fameuse boucle perception, décision, action. Et tout process de conception d'un geste médico-chirurgical assisté par ordinateur passe par ce type de processus. C'est ce qu'on a fait à Amiens. On s'est rendu compte a posteriori qu'on respectait ça. Et on va le voir maintenant. C'est-à-dire que je vais vous montrer tout ce qui a été fait à Amiens et comment ça s'est calé à ce type de process. Comment on est passé du concept à la première mise en place de vis iliosacrée à l'aide d'un robot. Alors, quelle était notre problématique à Amiens ? La problématique, c'est qu'on avait un petit patient qui avait une scoliose évolutive. Petit, pourquoi ? Parce qu'il a 6 ans. 6 ans, donc vraiment petit. Et puis il souffre d'une maladie qu'on appelle une amyostrophie spinale, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a des muscles qui sont déficients, ne peut plus tenir assis. Et donc là, on a une courbure qui ne paraît pas énorme, mais qui est déjà assez importante, mais surtout il ne peut plus respirer tout seul, il a une trachéotomie. Et on est en train de ne plus pouvoir l'asseoir. On a plein de corsets, on peut utiliser plein de choses, mais là on n'y arrive plus. Il s'ulcère sous les corsets, il est alité. En théorie, il faut l'opérer. Il est trop jeune pour avoir une chirurgie de scoliose conventionnelle où on va fusionner les vertèbres avec des tiges. Il faut donc lui installer un système de croissance pour pouvoir lui redonner la position assise. Mais pour ça, il faut pouvoir se fixer sur l'os. C'est un enfant fragile. Se fixer sur des vertèbres à la partie haute, ça, techniquement, pour un chirurgien, c'est pas très compliqué. Le tout, c'est se fixer en bas. Se fixer en bas, quand on a l'habitude d'opérer des scolioses, c'est une chirurgie qui peut être difficile. Il faut largement ouvrir. Il faut aller mettre des vis dans les pédicules. Sur un enfant fragile, ces vis peuvent s'arracher. Et c'est pas très solide. Donc, et puis quand on a regardé l'os de l'enfant, 6 ans, avec sa maladie, il avait un os tout petit. Et quel matériel on va pouvoir utiliser dans un os tout petit ? Donc on avait cette problématique-là. Et puis, les bonnes idées, c'est toujours des affaires de rencontre. Et donc, c'est souvent des affaires d'internat ou de cafétéria. C'est toujours comme ça que ça se passe. On a la chance d'être dans un CHU de taille moyenne. Et on a la chance d'avoir dans ce CHU des équipes qui sont sur un même site. Donc, ils se rencontrent. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça n'aurait pas pu être fait dans des plus grosses structures où les gens ne se parlent pas, ou sont dans des hôpitaux différents. On est dans une structure, le nouvel hôpital, la neurochirurgie qui travaille avec un robot dans d'autres indications est à côté de nous, on les connaît. On a la chance d'avoir Simu Santé à côté de nous. C'est magique, il n'y a pas beaucoup de centres qui ont la chance d'avoir Simu Santé. Et donc, affaire de rencontre et de cafétéria, on veut mettre 2 tiges à cet enfant pour le faire survivre et le faire s'asseoir. Et puis, on connaît un implant qui s'appelle la vis iliosacrée. C'est une vis qui est énorme, qui se met, on verra dans quelle position tout à l'heure, à travers le bassin et dans le sacrum des enfants, qu'on peut mettre sur des enfants plus grands. On n'en a pas l'expérience à Amiens. Il y a 200-300 centres en France et un centre au Canada qui utilisent cette vis sur des plus grands et qui la mettent de manière très chirurgicale, c'est-à-dire poétique, avec une impression de visée, ils tapent sur l'os au diapason, c'est bien un bruit d'os, donc je suis bien au bon endroit. Il y en a un certain nombre qui sont un peu à côté. Mais par contre, ces vis, elles sont extrêmement solides, même dans un os porotique. Tout simplement parce que quand on va avoir installé cette vis, elle est perpendiculaire à l'axe de la tige, et donc il n'y a pas sur les forces en arrachement, les vis ne s'arracheront pas. Donc pour cet enfant fragile, on voulait utiliser cet implant. Sauf qu'utiliser ce gros implant dans ce petit os, ça nous posait problème. Et au décours d'un déjeuner entre François de Roussan, qui est mon collègue, qui a l'idée d'utiliser cette vis, moi-même, et puis Michel Lefranc, qui est neurochirurgien, qui utilise le robot dans d'autres indications, a dit, mais pourquoi pas essayer le robot ? Ah oui, mais le robot sur un enfant, ça s'est jamais fait. Sur une vis iliosacrée, ça s'est jamais fait. Comment on va faire ? Après un bon sandwich, Michel Lefranc nous dit, mais j'ai une idée, on a un robot en simulation. On sait recréer en 3 dimensions par une impression 3D une colonne vertébrale.
Et si on essayait de reproduire celle-là en 3D et puis de s'entraîner sur un mannequin avec le robot de simulation, avec le matériel pour voir. Donc il y a eu, je grille les étapes, parce qu'il a fallu convaincre l'industriel. Il y a 2 industriels, 2 labos qui fabriquent cette vis. Il y en a un qui nous a dit non, parce qu'il y avait des conflits d'ego. Oui, c'est le concours de circonstances. Forcément, l'autre nous a dit oui. Donc c'était beaucoup plus simple. Et donc c'est pas une vision. Et puis on s'est dit, on va y aller, on va apprendre. On va apprendre. Et là, on est vraiment maintenant dans l'étape du concept de l'information multimodalité de base. C'est-à-dire qu'il nous faut des données avant d'aller développer la stratégie chirurgicale. Donc les données, on a différents types. D'abord l'anatomie. Les vertèbres, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est qu'une vertèbre. 2 corps vertébraux, en arrière la dure mère et la moelle, et plus bas les racines nerveuses qui sortent dans les trous de conjugaison. Un sacrum. Les racines qui sortent, des disques, 2 ailes iliaques de chaque côté. Ça ressemble à ça, c'est très schématique, mais ça permet de bien comprendre. Et puis j'enlève les disques et les vertèbres du dessus, il me reste le fourreau dural, les racines et le sacrum. En vue d'avion, c'est comme ça. Le fourreau dural, la racine qui part devant, et vous voyez, là j'ai un couloir là, où je peux aller mettre une vis. Il va traverser de l'aile iliaque vers le sacrum. C'est là où on doit la mettre, cette vis. Comme ça. Sauf que la vis, elle fait 7 mm et l'espace dans l'os, c'est 8. Et en arrière, j'ai les racines nerveuses, en avant aussi. Mais il n'y a pas... voilà, il faut qu'on passe comme ça. Donc sans un robot, je ne vois pas bien comment on peut y arriver. Même avec le diapason, c'est quand même pas facile. Donc vous voyez, il faudra l'insérer comme ça sur le malade. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il va falloir en mettre une autre dans l'autre sens. Donc ça, c'est les données anatomiques, c'est ce qu'on connaît. Maintenant, le malade en lui-même. On a dit qu'on va essayer de le reproduire en 3D. Pour ça, il faut avoir des données du malade. Et si possible, des données qui vont être celles qui vont correspondre à sa position sur table d'intervention. On les opère en traction. Donc, on est allé au scanner avec l'enfant. Vous voyez sa trachéotomie, son système de ventilation. Et on l'a installé en traction au pied avec des bandes et des poids. Et à la tête avec un collier cervical, en dorsale. Sans lui faire mal, une traction douce. Il est aligné. Et une acquisition scan hélicoïdale, ça prend exactement 1 minute et demie un scanner, c'est très rapide. Voilà. Ensuite, on le remet dans son lit et surtout, on obtient cette image-là, en 3 dimensions. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure donnée qu'on puisse avoir parce que là, on a vraiment le vrai patient. L'os est tellement pellucide que quand on fait un seuillage un peu intense, on a l'impression qu'il y a des trous dans ses ailes iliaques. C'est parce que on a seuillé comme ça l'os, mais bien entendu, c'est pellucide, mais ce n'est pas un trou. Donc la première étape a été de restituer et de reconstituer parfaitement la colonne vertébrale et l'enfant à partir des données du scanner. Et là, il y a Novaspine et Créaplast, donc ce sont quand même des partenaires locaux et pas loin, qui savent faire ça. Et donc, ils nous ont recréé ce patient. Vous voyez là, c'est le patient, le même, avec ses vertèbres, ses tissus sous-cutanés mous. Nous, on voulait surtout les vertèbres. Et surtout, la déformation de l'enfant. On a la vraie scoliose, la vraie morphologie, la vraie taille. Et ils ont été brillants parce qu'ils nous ont reconstitué un os qui ressemble à l'os de l'enfant, avec une corticale. Alors on a discuté tout à l'heure, on va dire qu'ils n'étaient pas forcément complètement satisfaits que ça avait fait, mais c'était quand même très très bien. Et pour avoir vissé là-dedans, on avait l'impression de visser dans un os d'un patient fragile. Et ça, c'était très bien. Donc on se retrouvait avec le vrai patient, le faux vrai patient devant nous, dans un bloc opératoire de simulation à Simusanté avec le robot. Donc les mêmes conditions que le bloc opératoire. Et c'est là où intervient la deuxième étape du concept, c'est la stratégie chirurgicale. Donc, je ne suis plus sur ma modélisation, je suis sur mon vrai os. Je veux mettre une vis d'un côté, je veux mettre une vis de l'autre. Une fois que j'aurai mis ces vis, j'ai un petit œillet dans mon implant qui va devoir passer dans la vis. Et dans cet œillet, je pourrais réceptionner la tige. Mais la problématique, ce n'est pas la mise en place de l'implant et de l'œillet, c'est la mise en place de la vis. Donc, et la stratégie, c'est on veut les mettre comme ça. L'œillet, il arrivera à la partie haute et puis il recueillera la tige qui arriverait comme ça de l'avant vers l'arrière. Et c'était déjà la première innovation parce que, à notre connaissance, et réellement, il n'y a jamais eu de geste chirurgical qui a été conçu sur la reproduction 3D d'un patient. Ça n'existe pas, donc c'était la première fois que ça se faisait, c'est-à-dire de la simulation personnalisée.
C'est vraiment la force de SimuSanté, c'est de pouvoir faire ça avec Creaplast et Novaspine, de pouvoir faire de la simulation personnalisée. On allait apprendre, non plus sur un cochon, non plus sur un cadavre au laboratoire d'anatomie, mais sur la reproduction très fidèle du patient lui-même. Donc, l'impression de l'opérer pour la première fois au bloc opératoire, et comme on connaît bien les recommandations de la HAS qui dit jamais la première fois sur le malade, hein, on était tout à fait dans ce respect-là. Et première étape, c'était vérifier que le matériel fourni par l'industriel, la vis, et le concept du geste était adaptable au robot, et puis qu'on puisse répéter ce geste avec le médecin anesthésiste, l'infirmière de bloc opératoire, l'ensemble de l'équipe qui se sont déplacés à plusieurs reprises au bloc de SimuSanté pour pouvoir créer le geste et reproduire le geste. On a eu quelques surprises, hein. Ça ne s'est pas fait comme ça si facilement que ça, hein. Mais le côté exceptionnel, c'est d'être dans un environnement simulé de bloc opératoire, en sécurité. Hein. On peut s'entraîner autant de fois qu'on veut avec un robot ROSA qui est fourni en simulation, il ne sert qu'à ça. Hein. Et vous voyez, on peut transformer cette salle, on peut s'habiller stérilement comme dans un bloc opératoire, on peut vraiment exactement les mêmes conditions. Hein. Et ça, c'était très important. On va voir le robot de simulation qui fonctionne. Et les premiers éléments, c'est quand on a vu le bras articulé du robot se positionner à l'endroit où on voulait qu'il mette la vis, on a toujours été un peu surpris. Parce que spontanément, en tant que chirurgien, on m'aurait demandé, ou même François Desroussans l'a exprimé à plusieurs reprises, mettre la vis dans ce patient-là, on ne se serait pas forcément mis comme ça. Donc notre 3D sur un os déformé n'est pas tout à fait calé, alors que le robot, vous voyez, le robot il bouge avec les mouvements respiratoires du patient, il se met toujours au bon endroit. Là, on fait exprès de faire bouger la maquette, vous voyez le robot qui bouge en fonction, mais l'enfant il est vivant au bloc, donc il respire avec le respirateur, donc ça fait des petits mouvements, et le robot suit le mouvement. Ça c'est essentiel pour toujours être précis. Et bien, la position du bras du robot qui va nous guider le méchage. Hein, on va voir la mise en place de la broche à travers l'orifice du robot ici. Je vous assure, pour le chirurgien, ce n'est pas forcément là où on serait positionné si on l'avait fait de manière très poétique et non reproductible comme ça. Donc, l'avantage de ça, c'est que l'opération complète a pu être simulée. Alors, de façon complète à 2 reprises, mais des petits morceaux d'intervention, des adaptations. On a dit, mais là, c'est pas bien, il faut que toi, tu te mettes là, moi, je me mets là. Puis là, il y a un os petit, donc je vais utiliser tel ou tel implant. Donc, nous n'avons pas eu l'impression de réaliser ce geste pour la première fois sur le malade. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que le jour J, au mois d'octobre de l'année dernière, quand on a opéré ce petit patient, en réalité, dans des conditions de bloc opératoire qui se ressemblent beaucoup, enfant en traction, le robot, la même équipe chirurgicale, même équipe anesthésique, donc tout le monde se connaissait, on savait ce qu'on avait à faire. On l'avait déjà fait 3 fois. Ça, c'est essentiel. Donc c'est vraiment, je pense, valoriser l'outil de simulation, de dire qu'on est capable de simuler avant un geste opératoire, et on est vraiment dans l'étape de stratégie chirurgicale. Et ça, c'est un atout exceptionnel d'avoir cet outil sur Amiens pour développer ce type de geste. Vous voyez, à la fin, en paire opératoire, le bras du robot qui se positionne. Vous voyez, le robot, il a ça à son extrémité. Hein. Il a un petit trou. Il suffit de mettre notre mèche de moteur dans l'axe de ce trou-là, et directement, ça nous emmène parfaitement au bon endroit. Ça, c'est la mire qui est sur le patient, qui est vissée, qui est plantée dans sa crête iliaque, pour avoir les repères tridimensionnels du matching dont on parlera tout à l'heure. Et là, vous avez l'implant qui est en place, vissé à la fin, et les tiges après qui iront à l'intérieur. L'étape de matching. Comment ça se passe maintenant au bloc opératoire? Quels sont les référentiels et comment on fait pour mettre en correspondance? Déjà, l'installation du patient. Il faut qu'il soit dans la position qui reproduise le mieux la position de la simulation. Bon, là j'ai triché, c'est pas le premier malade, celui-là c'est le 3e, mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est la vue de l'installation complète. L'enfant est installé en traction, comme on l'avait mis dans le scanner, avec 2 bandes de traction au pied, un étrier de traction à la tête, alors c'est vissé dans le crâne, il a pas mal, je vous rassure, il dort, il est sous anesthésie, et sur un coussin avec un plâtre pour répartir les appuis, qu'il n'y ait pas de problème hémodynamique pour l'anesthésiste. Donc là, on est déjà dans une condition de pseudo-réduction et traction. Ensuite, il faut installer des référentiels.
des différents éléments. Le patient, on commence à l'opérer, on lui installe la même mire avec les 4 petites boules visibles en stéréotaxie par la caméra infrarouge, plantées dans l'aile iliaque, à l'endroit où on pense qu'il faut la mettre, parce qu'en simulation, on s'est rendu compte qu'en la mettant ailleurs, la caméra ne voyait pas bien. Donc ça, c'est important. On a appris de ça avant aussi, on l'a mise d'entrée de jeu à l'endroit où on voulait la mettre. Et puis, il y a le référentiel robot. Le robot, il a un socle, il a un bras. Il veut savoir en permanence où il est, ce robot. Donc, il a lui-même une référence sur son socle. Et puis, il a une référence sur son bras. Cette référence bras, elle sert au moment du calibrage. Et ensuite, on peut la dévisser puis mettre l'outil de travail à la place. Et puis, on a même nos instruments. On a des broches, on a des mèches qui ont aussi des petites boules qui permettent en permanence de savoir si je mets mon implant, est-ce que je suis bien dans le bon canal. Comme en navigation chirurgicale conventionnelle. Tout ça, on a la caméra stéréotaxique qui est au pied du malade, 2 caméras infrarouges qui repèrent tous ces repères en permanence. Il ne faut pas trop de lumière parce que c'est vraiment... s'il y a trop de lumière, ça fait un effet de réflexion et la caméra ne voit pas très bien. Donc de temps en temps, la caméra ne voit pas, on a des alertes. Et on peut checker à tout moment que la caméra voit tous ces repères-là. Donc, si la caméra voit ces repères, elle peut nous dire, tiens, le patient, il est là. Le robot, il est là. L'instrument, il est là. Il se déplace. Je le sais. Donc là, pour l'instant, on a le référentiel de chacun. Maintenant, il faut mettre en correspondance tout ça. Il faut que le robot sache où est le malade. Parce que pour l'instant, il n'y a que la caméra qui sait. Donc, on est dans un modèle rigide non déformable. On a un scanner au bloc opératoire qu'on appelle l'OARM qui va nous faire l'acquisition du patient. Parce que là, on avait l'image de scan préopératoire, mais on n'était pas dans la position réelle du malade là. Il faut que je sache exactement comment il est là maintenant. Donc, on peut faire une acquisition scanner du patient qu'on peut envoyer dans le robot. Ça va. Mais si j'envoie une acquisition scanner dans le robot, mais que le robot ne sait pas où a été fait le scanner, ça ne va pas aller. Donc on fait un matching, une mise en correspondance. Pour ça, très simplement, sur le bras articulé du robot, on visse une mire, qui est ici, avec un nombre très important de référentiels. Et donc on prend le bras du robot, qu'on navigue nous-mêmes, on l'emmène juste au-dessus de la mire patient, qui est là. Vous voyez la mire robot derrière. Et ensuite, on fait l'acquisition scan. Et sur le scan, vous voyez, on voit les différents points de référence du patient derrière. Là, je les ai coupés un petit peu, on voit une boule ici, mais aussi tous les points de référence de la mire. Là, je vous ai montré une acquisition bidimensionnelle, mais à la base, c'est un scan 3D. Et donc, on a une image en 3D de la position de ces petites boules-là. C'est cette image-là qu'on va mettre dans le robot. Et le robot va dire, mais tiens, je reconnais cette boule-là sur l'image 3D. Je sais qu'elle était là dans la vraie vie tout à l'heure, puisque mon robot savait où il était. Donc, c'est la même, donc je match. Et on match comme ça un certain nombre de 16, 20, 27 petites boules, les unes les autres. Plus on en match les unes avec les autres, plus on est précis. Là, on a des sources d'erreur de 0,1, 0,2 mm. C'est tout à fait acceptable. Et donc, le robot, il va savoir mettre en correspondance cette image-là, plus le patient, par rapport à la position dans laquelle il était. Et dès lors qu'il met ça en correspondance, ça veut dire qu'il va savoir en permanence où est le patient. Et donc, puisqu'il sait sur cette image scanner que l'os du patient, ici la iliaque et les vertèbres, étaient à tel endroit en 3 dimensions par rapport au repère, il fait le transfert dans la vraie vie et il sait que par rapport à son repère, l'os de l'enfant est à tel endroit. Et dès lors qu'on a fait ce matching, on peut faire bouger l'enfant et le robot va bouger en fonction et il sait en permanence où est l'os. C'est gagné. Si on sait comment le robot va travailler, il sait se repérer en 3D dans le malade, après on peut lui demander un objectif, une tâche, il va se mettre au bon endroit. C'est vraiment le recalage, c'est du matching, c'est-à-dire que l'un doit parler à l'autre. Ensuite le guidage. Donc là c'est un système semi-actif, donc on a gardé le scanner qu'on a mis un peu en attente sur le côté, et là le robot est installé avec son repère, le bras. Là, vous voyez ici la caméra stéréotaxique en bout de table. Et puis, en fait, comme au laboratoire de simulation, vous avez le robot qui travaille
on a le pied, on le contrôle en permanence. C'est-à-dire, il ne fait rien si on n'a pas le pied sur la pédale. Ça, c'est important, on gère tout. Donc, le pied sur la pédale, vous voyez, le robot, il va aller se positionner à l'endroit où on lui a demandé de se mettre sur le scan. On a les images de scan sur la console, on a une répétition de console ici. Et sur la console, on a dit, je veux une vis de 7, de 50 mm de long, placée de là à là sur le scanner du patient maintenant. Et lui, il va dire, bah, ok, bah, j'y vais. Hop, on appuie sur le bouton et vous voyez, on a les vis que l'on a dessinées ici sur la console. On lui dit, bah, va te mettre en position gauche. On appuie et hop, il va se mettre en position gauche. Ensuite, on va faire du tracking, c'est-à-dire qu'on le met en position tracking, c'est-à-dire que le robot va réagir en fonction de la respiration du patient. Et dès lors qu'on est en tracking, qui s'est mis en bonne position, on n'a plus qu'à prendre notre moteur et notre mèche, notre broche, pour aller forer exactement là où il lui dit d'aller. Après, comme on est toujours prudent, on est chirurgien avant tout, une fois qu'on a foré, on reprend notre instrument qui est repéré par les 3 mires, qui est une broche qu'on place dans le trajet, et on voit cet instrument en navigation. On dit, bah oui, t'es bien au bon endroit, il n'y a pas de souci, c'est là qu'il faut aller. Dès lors, on n'a plus qu'à mettre la vis. On est parfaitement au bon endroit. Voilà, vous voyez, les vis sont repérées ici, et après, il n'y a plus qu'à faire le trajet de la vis. Donc, c'était la première fois où on mettait en place ce système de vis chez un enfant, au robot. Alors, les vis pédiculaires classiques sur des scolioses, ça a déjà été fait au robot, jamais chez l'enfant. Et donc là, on a utilisé la technologie pour rendre possible quelque chose qui ne l'était pas sinon. Et donc cet enfant, vous voyez, ça c'est sa radio post-opératoire. L'innovation, c'est bien la mise en place de ces vis là en bas. Alors dans les médias, on a beaucoup vu les tiges. Non, c'est magique, on a mis des tiges de croissance. Oui, mais ça se met partout. Les tiges de croissance, c'est pas amiénois. Ce sont des tiges aimantées magnétiques que l'on peut faire grandir à travers la peau avec un électroaimant. Donc ça, c'est assez innovant, mais il n'y a pas qu'à bien qu'on fait ça. Par contre, l'innovation, c'était bel et bien la mise en place des vis dans le sacrum de cet enfant, et parfaitement au bon endroit, puisque une fois que l'intervention est terminée, on est encore au bloc, on a encore le scanner, on peut contrôler tout de suite au scanner 3D qu'on est parfaitement au bon endroit, et on est parfaitement au bon endroit. Donc les autres enfants qui ont été opérés depuis, on a le même processus, les mêmes implants, parfaitement au bon endroit, sans problème. Donc, vous voyez, quand on conçoit ce geste, selon le concept, et qu'on reste très proche du concept, ça permet de faire des innovations sans s'y attendre, en fait. Et donc là, dans ce processus-là, il y a eu 2 innovations en une. La première, c'était en simulation, et je crois que c'est essentiel, apprendre à simuler le patient réel, donc la simulation dite personnalisée. Les autres patients, on en a opéré 3 autres, ça fait 4 et un 5e la semaine prochaine, ils n'ont pas forcément été simulés, parce qu'ils ont des anomalies morphologiques ressemblant au premier, et de toute façon, on va travailler sur le scanner du patient au bloc opératoire. Donc, on a appris, et donc c'est plus la peine d'aller apprendre. Quoique, on a d'autres patients qui arrivent, qui sont encore beaucoup plus complexes, beaucoup plus déformés, et là, on a dit, on va le resimuler, on va réimprimer en 3D le petit patient, parce qu'il est tellement déformé, qu'il faut que je sois sûr de mettre la mire au bon endroit pour que mes caméras la voient bien, et si je n'apprends pas à la mettre au bon endroit sur ce patient-là, eh ben, je vais me planter au bloc opératoire, ça va être difficile. Donc, c'est là où on va revenir sur l'information multimodalité, on va refaire de l'impression 3D, et à tout moment, on peut faire de la simulation personnalisée du patient. Et puis l'idée, bien sûr, c'est le développement de cette vis iliosacrée par chirurgie mini-invasive robotisée. On l'a jusqu'à maintenant fait sur des patients ultra complexes, et on s'est rendu compte de choses très simples, c'est que ces patients très fragiles, que l'on opérait par méthode conventionnelle avant, en me disant, je vous disais, il fallait bien ouvrir, mettre des vis, mais ils avaient ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire systémique au bout de 2 ou 3 heures d'anesthésie. L'anesthésie dit, attention, j'ai la tension qui baisse, ça devient compliqué, c'est dangereux, il fallait qu'on se dépêche. Ben, ces patients-là, au bout de 2-3 heures d'anesthésie, parce que le temps opératoire, on l'a réduit un peu, mais finalement pas tant que ça, mais par contre, ces patients-là, ils n'ont pas ce syndrome inflammatoire. Parce que finalement, on a ouvert la peau, le robot nous a dit à travers les muscles où il fallait qu'on se mette, mais on n'a pas eu besoin de tout ouvrir largement pour aller chercher l'os. Le robot nous y a emmenés. Donc c'est des patients qui sont plus fragiles et qui du coup ont eu moins de conséquences du geste. Donc ça, c'était la bonne surprise, c'est-à-dire que ces patients très fragiles, ben, finalement, ils ont des suites beaucoup plus simples que les autres. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant étendre le geste très technique à des patients plus simples. On fonctionne un peu à l'envers. D'habitude, on apprend le simple sur des patients simples pour conduire vers le compliqué. Là, c'est le contraire. On a fait un geste complexe sur un patient complexe et on va pouvoir l'élargir à des patients plus simples. Voilà.
Et ça, c'est tout l'intérêt. Pour conclure, l'innovation, elle est basée sur un concept. Et ça, c'est important. Il faut respecter les concepts. Parce que sinon, ça peut être l'horreur au bloc opératoire. Hein. Le robot, c'est bien, mais il faut respecter les temps. Il ne faut pas aller au bloc avec un robot, tiens, là, j'ai un joystick, super, je vais jouer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, ça va être le drame. On n'a aucun référentiel, on ne sait pas ce qu'on a prévu. Et c'est le flou artistique. Donc, le robot, c'est notre ami, à condition qu'on respecte les concepts et les règles d'établissement de ce geste médico-chirurgical assisté par ordinateur. Ce n'est pas parce qu'on a un robot qu'il faut jouer avec un robot. On part d'un problème pour un patient. Et là, finalement, je vous ai dit, c'est une rencontre à la cafétéria entre 3 protagonistes, et puis ensuite l'équipe de Simu Santé, donc ça faisait 4, qui ont mis en commun leur matériel, leurs idées. La géographie, c'était facile, on était tous sur le même site, autour d'un problème de patient. Hein, on n'a pas fait du geste pour faire du geste, faire du robot pour faire du robot. On a vraiment un problème de patient. Hein, et du coup, ça génère d'autres idées pour d'autres problématiques, et pas forcément que de la colonne vertébrale. On est bien là pour rendre service au patient, on est là pour faire du mini-invasif, donc être moins agressif, pour que le patient récupère rapidement et repousser les limites. C'est-à-dire un petit patient qu'on n'était plus capable d'opérer, parce que techniquement trop difficile, qui malheureusement, qu'on devait presque condamner parce qu'on ne pouvait pas s'en occuper, du coup on peut s'en occuper. Ou alors on aurait dû attendre qu'il grandisse un peu, mais dans des conditions de grabatarisation compliquées. Du coup on a repoussé les limites chirurgicales. Donc on raisonne en termes de problèmes. Alors j'aime bien cette phrase de Wilson, qui est un biologiste américain. Hein. Quand on veut faire des découvertes scientifiques, chaque problème est une opportunité. Et plus le problème est difficile, plus grande sera l'importance de sa solution. Donc raisonnez en termes de problèmes et de patients, et raisonnez pas en termes d'outils. Et puis venez faire de la recherche, on a besoin de vous. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce qu'il y a des désavantages à cette technique ? Sans doute. Pour l'instant, on ne les a pas encore vus. On s'était dit au début, ça va être beaucoup plus long. Parce que le temps de calibrer le robot, le temps ça va rendre les choses compliquées. Notre anesthésiste va se dire, oh là là, le patient il dort, ils sont en train de jouer avec le robot, ils n'ont pas commencé à l'opérer. Nous, on se disait, ça va être beaucoup plus court, parce qu'on était brillants. Au final, c'était la même chose. Tout petit peu plus court. Voilà. Donc, c'est ce qu'on attendait. Et au final, plus on en opère, plus c'est court. Donc pour l'instant, il n'y a pas vu d'inconvénient. C'est comme toute technique, il y en aura. On va en trouver. Plus on va opérer des patients, plus on va se dire, tiens, ça c'est un problème. Mais on essaiera de le résoudre par le même processus. Mais pour l'instant, je dois dire que, comme on est sur un patient très complexe, que ça se passe bien, qu'il récupère vite, on y trouve plutôt des avantages que des inconvénients. Vous ne nous avez pas parlé de coût non plus, alors aujourd'hui c'est quand même une problématique très importante et je pose cette question en particulier, vous le disiez, donc ça peut apporter des solutions pour les patients faciles, est-ce que vraiment en termes de coût, ça peut être adapté aussi ? Je pense qu'en termes de coût, on va s'y retrouver rapidement, parce que vous savez comment... Alors, je parle pour l'hôpital public, hein. Le libéral, bien entendu, les patients ne sont pas les mêmes. L'hôpital public, on est tarifé en fonction du GHS. Et donc, on a, pour une pathologie, une rémunération globale, en fonction des comorbidités, voilà, quel que soit le geste qui a été fait, quel que soit le matériel qui a été utilisé, le forfait tombe pour ce patient. Alors, s'il est un peu plus complexe, on a codé des comorbidités, donc on est payé un peu plus. Mais si on utilise du matériel qui n'est pas pris en charge, on a dépensé un peu plus. Voilà. Le robot, il est là, il avait été acheté, donc c'est un coût. Mais le patient, il ne va plus en réanimation, il sort plus vite, il a moins d'infections, moins de médicaments, il n'a pas notamment de médicaments noradrénaline, adrénaline. Donc tout ça, on diminue les coûts de ce côté-là. Le matériel, j'en mets moins qu'avant, puisque je mets une vis iliosacrée là où je mettais 6 vis avant pour tenir en bas.
Donc en termes de coûts, je pense qu'on est quasiment équivalent. À ceci près que là, on est sur des tiges électromagnétiques qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, donc l'hôpital perd pour ce patient-là. On s'en fiche, il avait besoin d'être opéré. Mais quand on opère des plus grands, on ne met pas des tiges de croissance, mais quand on met le même système en bas, je pense que d'un point de vue purement pécunier, on y gagne à terme. Puisque au bloc, ce n'est pas plus long, le matériel est à disposition, le codage sera le même, peut-être même un petit peu alourdi pour des patients plus fragiles. Donc au final, et pour le patient, et pour l'hôpital, et pour la société, on est gagnant à la fin. Voilà. J'ai une deuxième question aussi, pardon pour les autres. Vous ne nous avez pas parlé non plus des délais. Alors j'imagine que pour la première fois, c'était un peu plus long, mais maintenant, il y a eu d'autres opérations derrière. Ouais. Entre le moment où vous avez le patient et le moment où on peut faire l'opération. Là, ça revient à un délai très conventionnel, c'est-à-dire que pour tous les patients que l'on opère, il y a un processus, qu'il soit robotisé ou pas. C'est-à-dire qu'il y a le bilan préopératoire, l'opérabilité cardio-respiratoire, l'atrophicité, les prélèvements bactériaux, urine, la consultation pré-anesthésique. Tout ça, ça a un temps incompressible qui est de 2 à 3 mois, déjà, le temps de tout organiser. Voilà. Ça ne change pas grand-chose. Les délais opératoires d'une structure comme la nôtre sont toujours un peu longs. Hein. Là, actuellement, les chirurgies conventionnelles, on a des délais à 6 mois à peu près, même un peu plus. Et pour les robots, voilà, tout est plein jusqu'au mois de juin en faisant 1 voire 2 par mois, pas plus. Parce que, encore une fois, ça reste pour l'instant dans des indications limitées. Voilà. On a plein de petits patients complexes pour lesquels on aurait aimé attendre, mais dans des conditions pas forcément faciles. Du coup, avec ça, on peut plus facilement peut-être leur proposer le geste. Le fait que ça ait été médiatisé, forcément, il y en a qui viennent un petit peu d'ailleurs pour être opérés par cette technique-là, donc ça a créé un petit effet d'annonce, mais après, bon, les problèmes vont se lisser partout. Mais globalement, voilà, on a 1 ou 2 par mois, c'est dans des indications très raisonnables. Je pense qu'on n'aura jamais une indication en faire 1 par semaine, parce que ce serait illogique, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Donc on est dans des délais très traditionnels. Et puis il faut le temps de discuter avec les familles, parce que indépendamment de la problématique du robot ou d'innovation, ça reste une chirurgie lourde pour un patient lourd, avec une famille, un environnement, un enfant qui de temps en temps est capable de nous dire s'il veut se faire opérer ou pas toujours, mais de temps en temps oui. Et donc il faut leur expliquer ce que c'est, quelle est la prise de risque, etc., comme on le ferait pour un patient lambda. Donc les délais sont très conventionnels. D'autres applications que la scoliose, vous aviez des idées précises en tête? Oui, alors je ne peux pas trop vous en parler là, mais il y a d'autres applications, notamment sur le squelette appendiculaire. On peut travailler, il y a plein d'autres articulations que la vertèbre qui peut être travaillée au robot, et parfois même probablement des indications qui nous posent, nous, problèmes en pédiatrie, qui ne posent pas forcément de problème chez l'adulte, mais si on le fait en pédiatrie, ça rendra bien service aux adultes. J'espère que vous en entendrez parler un jour. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment, parce que forcément, il y a des gens qui travaillent dessus, comme on dit, off pour l'instant. Et il y a des implications industrielles derrière qui ne me permettent pas d'en parler ici. Voilà. Il y a eu des applications neurochirurgicales. Oui, qui étaient antérieures. Ouais, qui étaient antérieures, bien entendu. Combien de temps entre le moment où vous avez discuté à la cafétéria et l'intervention en elle-même? 1 an. 1 an. Et est-ce que vous avez, puisqu'on parlait du coût tout à l'heure, vous avez estimé le temps homme de préparation entre vous, le neurochirurgien, l'anesthésiste? Alors pas du tout. Pas du tout, parce que le temps cafétéria, on ne l'a pas compté. Non, mais je plaisante, mais c'est très très difficile, parce que c'est une discussion du quotidien. Dans la vie de tous les jours au bloc opératoire, peu qu'on soit en train d'opérer avec mon collègue en même temps, on dit « Ah tiens, à propos pour le patient ». Donc c'est du permanent en fait, hein. C'est du permanent. Il y a eu du temps de simulation, ça je pense que le temps simulation même, là lui, il peut être plus quantifiable. Il y a eu 2 grosses séances chirurgicales à Simu Santé, puis il y a eu des petits allers-retours à Simu Santé entre deux pour voir le... Il y a eu la séance de pré-briefing 2 jours avant l'intervention. On a réuni tous les professionnels pour leur dire bon, c'est bien comme ça qu'on va faire. Il y a eu tout le processus inhérent à la simulation. Donc c'est sûr qu'il y a eu un temps humain assez important. Puis il a fallu convaincre tel industriel, enfin surtout pour le matériel,
Ça qui a pris un peu de temps. Hein. Bon, l'enfant nous permettait de prendre le temps de le faire. On avait cette petite année devant nous, on savait qu'il fallait l'opérer, il n'y avait pas une urgence extrême, on savait que ça commençait à se dégrader, il ne fallait pas trop qu'on traîne. Donc c'était plutôt bien géré dans le timing. Mais alors le temps, je pense qu'on y a passé pas mal de temps, oui, ça c'est sûr. Et quelles sont les compétences que maintenant le chirurgien doit avoir dans le domaine de l'automatisme, de l'électronique, de l'informatique? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce que vous aviez un ingénieur avec vous au cas où le système informatique, je ne sais pas, bug ou Oui, il y avait il y avait un ingénieur de chez Medtech, donc le robot, hein, et puis un ingénieur de chez Medtronic, le scanner, qui était là ce jour-là, pour justement être sûr qu'il n'y ait pas d'ennui. Hein. Maintenant, il y a une intervention qui a dû être annulée parce que le scanner était en panne ce matin-là. Heureusement qu'on l'a su avant d'endormir l'enfant. Ça fait partie des checks juste préopératoires avant l'induction anesthésique. Tout est testé et là, hop, panne. Donc forcément, on attend. Prochainement, on aura un deuxième scanner au bloc opératoire, donc ça nous permettra de pallier à ce type de problème. Et puis un deuxième robot, donc comme ça, tout sera réglé. Les compétences d'un chirurgien, je ne suis pas très vieux, mais je suis encore plutôt ancienne génération par rapport aux plus jeunes. Je ne suis pas né avec l'informatique. Elle est apparue en même temps. Les chirurgiens d'aujourd'hui, et ceux qui arrivent là, notamment François de Roussan, Michel Lefranc, ils sont nés avec. Et puis alors ceux d'aujourd'hui là, ils sont nés avec la PlayStation. Et ça c'est très important, parce qu'on se rend compte chez nos internes qu'ils ont une vision 3D complètement différente de celle qu'on a pu avoir nous, parce qu'ils ont l'habitude de raisonner sur des écrans, ce qui n'était pas notre cas. Ça c'est pas une compétence, c'est une expérience, c'est une habitude. Et les plus jeunes imaginent des choses qu'on n'a même pas imaginé nous, parce qu'on n'a pas cette habitude de raisonnement sur de l'écran, sur le fonctionnement informatique en lui-même. Maintenant, sur le fonctionnement, les compétences fonctionnelles, là on ne les a pas très clairement. On ne peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Ou alors il faut développer une UE dédiée à la fac de médecine, ou plutôt en 3e cycle d'ailleurs, en 2e cycle. De toute façon, on y viendra, puisque dans le bloc opératoire, aujourd'hui, l'informatique, elle est omniprésente. Bientôt, on va avoir, là on a un scanner 3D, bientôt on aura un amplificateur de brillance 3D. Donc, actuellement, l'amplificateur de brillance, vous me demandez de faire une radio au bloc, j'appuie sur le bouton, j'ai ma radio, je suis content. L'ampli 3D, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de la reconstruction, il va y avoir une formation, une compétence dédiée que je n'ai pas. Il va falloir que je me forme. Et il est clair que si, en médecine, on a des bases avant sur le fonctionnement biomédical pur, et puis des compétences informatiques un peu dédiées, on ira plus vite. Mais je pense que les nouvelles générations iront de toute façon plus vite parce qu'elles les ont de fait, ce qu'on n'avait pas nous. Et puis il faut certainement plus de collaboration et d'interdépendance entre le monde de l'ingénierie et le monde de la médecine, ça c'est très clair. Voilà. Tout d'abord, félicitations, parce que vous vendez ça comme une discussion de cafétéria, mais bon, il fallait aussi de l'audace pour concrétiser le projet. Et pour parler un petit peu plus du patient, comment vous avez mesuré la réduction du handicap suite à la chirurgie? Ça, c'est pareil, c'est très difficile parce que les patients ont des pathologies qui ne sont pas les mêmes, pas toujours. Ils ont en plus, notamment pour le premier, une thérapie génique qui est en cours. Donc il peut avoir des améliorations liées à sa thérapie génique plus à sa thérapie chirurgicale. Il n'y a pas d'échelle de qualité de vie reproductible, il y a des scores de douleur qui existent. Donc, dédié à la pathologie, c'est compliqué. Cet enfant-là, il parle, il communique. C'est le meilleur des moyens de savoir s'il va mieux. Et c'est le temps passé au fauteuil aussi qui, pour lui, est important. Alors, on a commencé à faire ces distractions électromagnétiques. Un enfant qui n'avait aucune motricité de membre inférieur, qui commence à bouger un petit peu les genoux, qui tient assis facilement, qui a beaucoup moins besoin de sa ventilation qu'avant. Donc, ce ne sont pas des paramètres mesurables, reproductibles, objectifs, ça c'est clair. Et en termes de déformation et de chirurgie de déformation, on n'a rien de très reproductible et mesurable, à part de scores de qualité de vie qui sont surtout dédiés à des scolioses idiopathiques, donc pas du tout appropriés sur du polyhandicap.
Et donc, on aura du mal à écrire que cet enfant va mieux parce qu'on aura du mal à le prouver. Par contre, on le sait, parce qu'on le suit. Hein. Donc ça, très clairement, maintenant, il est assis dans un fauteuil. Ça, très clairement, il a plusieurs heures par jour sans sa ventilation sur sa trachéotomie, ce qui est quand même plus intéressant qu'avant ventiler en permanence. Hein. Et la motricité des membres inférieurs, alors ça, je discute parce que je pense que la thérapie génique y est pour quelque chose. Hein, ça c'est clair. Mais il est plus vrillé dans un lit. Il avait les côtes qui rentraient au niveau du bassin, hein, donc c'était compliqué. Maintenant, il est déplié, forcément, fonctionnellement, il est mieux. On voit aussi, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure sur la suite post-opératoire immédiate. Ça, on peut mesurer une quantité dentalgique. On a des échelles, San Salvador pour le neurologique, par exemple, de douleur, qui sont cotées par nos infirmières. La durée de telle drogue ou tel type de drogue, douleur, ça, c'est un peu plus mesurable. Sur des malades un peu homogènes, même s'ils n'ont pas la même pathologie, ils ont un score fonctionnel à peu près reproductible. Alors, il y a des échelles pour ça. Hein. On peut faire un groupe homogène de malades et voir, quand on en aura opéré 10, 20 ou 30, par rapport aux méthodes traditionnelles, voir effectivement, ils ont une morphine qui globalement a été à tel débit, telle quantité pendant tant de jours, et les autres beaucoup plus pendant tant de jours et tant de jours. Là, ça sera quelque chose de plus mesurable. Mais c'est tout, il faut du temps pour ça. Là, dans l'immédiat, ce n'est qu'une impression. Voilà. Si je peux avoir une deuxième question, d'ordre plus technique. Vous avez fait une acquisition d'images 3D bloc opératoire, qui a donné une image à l'instant T, et qui est utilisée par le robot pour placer les implants. Est-ce que le fait d'avoir mis la première vis, ça n'a pas créé une déformation de la jonction sacro-iliaque qui aurait pu créer peut-être une difficulté pour insérer la deuxième vis de l'autre côté? En pratique, non, parce que cet enfant n'était pas trop ostéoporotique. Je pense que c'est un très ostéoporotique, il faut s'en méfier. Hein. Et si on a un doute, il ne faut pas hésiter à refaire une acquisition scan en direct pour être certain. Hein. Cet enfant-là, il avait une qualité d'os assez certaine. La sacro-iliaque, elle est bloquée puisqu'on passe à travers l'aile iliaque puis le sacrum. Donc l'articulation sacro-iliaque n'est plus mobile de ce côté-là. Donc ça, c'est un peu rassurant. Mais effectivement, sur un os porotique, le fait de visser à l'intérieur, on peut faire une petite expansion du volume et modifier un peu les repères. Ce qui n'était pas le cas pour celui-là. Hein, il y a un patient pour lequel on a refait l'acquisition scan, donc c'est l'avant-dernier, puisque lui était très porotique et on voulait être sûr qu'effectivement, il n'y ait pas de modification du référentiel. Voilà. On a les outils pour s'en rendre compte en direct. Ça suppose, il faut les mesurer parce que ça suppose une irradiation supplémentaire pour l'enfant, pour vérifier. Donc on le fait avec mesure, bien entendu. Voilà. Voilà. Et concernant la croissance, est-ce que ça peut améliorer, est-ce que pour la croissance des enfants, ça leur permet d'avoir une meilleure croissance ou par rapport aux méthodes traditionnelles, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient? Alors, le robot en lui-même ne va rien impacter sur la croissance de l'enfant. Là, celui-là, il était trop petit pour avoir une fusion osseuse définitive comme on le fait en chirurgie traditionnelle du plus grand. Il fallait lui installer un système de croissance. Pourquoi? Vous avez vu, ces tiges électromagnétiques sont des tiges qui grandissent. Techniquement, on les fait grandir 3 ou 4 fois par an à la consultation avec un électroaimant qu'on impose sur la peau. Notre aimant va faire tourner l'aimant qui est à l'intérieur du patient et fait grandir la tige. Hein. Ça, c'est le système de croissance. Le fait qu'il soit fixé au robot en bas ou pas, il n'y a pas d'impact. Hein. Par contre, on peut lui redonner la station assise et on va lui redonner une trophicité osseuse bien meilleure. Hein, ça, c'est clair. Et c'est des enfants qui reprennent du poids, alors qu'avant, ils luttaient contre la déformation, donc tout ce qu'ils absorbaient était utilisé en énergie pour lutter contre les troubles de la posture, et une fois qu'ils sont tenus, les enfants qui se réouvrent en termes de poids, et donc ils ont une meilleure trophicité cutanée, digestive, respiratoire, mais par contre, la rapidité de croissance derrière, ça, on ne change rien. On change rien. On est vraiment là dans un geste robotisé pour avoir une fondation solide au montage. Voilà, ça c'est sûr. Quelles sont les applications en neurochir? Alors, en neurochir, pour tous ceux qui interviennent sur la déformation et sur le rachis dégénératif, le robot est utilisé pour mettre en place des vis pédiculaires. Hein. Donc, pour mettre dans les pédicules des vertèbres une vis parfaitement bien positionnée. C'est un plus, on est sûr qu'elles sont bien positionnées. Ça, c'est utilisé dans beaucoup de centres. Enfin, beaucoup. Au robot, pas tant que ça, mais c'est déjà utilisé. C'est quelque chose qui est fait communément chez l'adulte, pas chez l'enfant.
On a d'autres techniques pour le faire, ce sont des systèmes type Pettigard avec des mesures d'impédance de l'os. On peut le faire. Il y a d'autres moyens de le faire, qui coûtent moins cher peut-être, peut-être un peu moins précises. Donc ça, c'est réellement fait en chirurgie conventionnelle. C'est beaucoup utilisé en chirurgie cérébrale, pour aller implanter une électrode parfaitement au bon endroit quand on veut stimuler tel noyau dans la maladie de Parkinson, par exemple. Hop, le robot va se positionner parfaitement là où il doit l'être. Quand on doit réaliser une biopsie d'une tumeur de façon mini-invasive, sans aller toucher telle ou telle localisation cérébrale, le robot, là, il est très pertinent. C'est pour ça que ce sont les neurochirurgiens qui ont vraiment pris la mesure de ce truc-là avant nous, parce qu'ils en ont eu la nécessité, pour devenir plus précis et moins agressifs pour le patient. Et puis, les robots complètement actifs, là, c'est plutôt les chirurgiens viscéraux, urologiques, vasculaires, qui l'ont appréhendé avant nous pour être plus précis dans tel ou tel geste de cholécystectomie. On imagine par exemple des applications comme certaines tumeurs du rein où on peut ne retirer, puisqu'on la robotise, que certaines parties du rein au lieu de faire une néphrectomie complète. Voilà, donc il y a des applicatifs potentiels aussi en chirurgie viscérale, mais pas sur un robot semi-actif comme le ROSA. Plutôt un robot plus actif comme un Da Vinci, un équivalent. Si les GMCAO permettent justement une approche personnalisée du patient, qu'en plus ça a des délais d'intervention, une fois que ce sera bien maîtrisé, qui sont assez rapides, est-ce qu'il y a un avenir pour la traumato ou les urgences? Traumato-vertébral, oui, sûr, puisqu'on reste dans un problème vertébral où on a une nécessité de précision et de récupération rapide. Est-ce qu'en urgence, on ne pourrait pas juste faire un scan, régler les mires et boum? On n'en est pas encore là, mais on va avoir des outils dans le bloc opératoire. Elle évolue plus lentement que ça, mais on n'en est pas si loin, puisque on a actuellement, ça y est, on a des scanners dans les blocs, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait l'ampli 2D, c'est un équivalent radio, point final. Là, on a des scanners dans les blocs. Donc, le patient il est sur la table, il peut avoir son scan immédiatement. On va bientôt avoir les amplis 3D, donc on va moins les irradier, et on aura l'équivalent 3D. Donc un patient, j'imagine les fractures de cheville qui nous arrivent près du cartilage de croissance chez l'enfant, où il faut mettre les vis parfaitement à distance du cartilage de croissance, mais bien les mettre. Actuellement, on les scanne avant, et puis au bloc, on a que l'ampli. On se dit, bon, sur le scan, c'est à peu près là qu'il faut que j'aille. C'est par habitude, je les mets bien par habitude. Ce patient-là, je pourrais les mettre parfaitement bien, si je l'ai navigué, avec l'ampli 3D du bloc, voire si je le robotise. On n'a pas encore le passage, parce que très clairement, le mettre, même naviguer, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et que je ne vais pas faire dormir un patient 3 heures pour une fracture de cheville, alors que je peux le faire dormir un quart d'heure. En termes de balance bénéfice-risque encore lié au temps anesthésique. Quand tous les process vont s'accélérer, ça va devenir discutable. Effectivement. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas encore là. Non. Voilà. D'autres questions? Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bourreau. Merci de m'avoir invité.